Bonjour à tous, merci d'être présents à cet événement organisé par Devoteam Digital Impulse autour du portfolio management. Juste avant de démarrer, donc, on est actuellement en live sur LinkedIn. Cette table ronde, cette discussion est enregistrée. On prendra sans doute quelques photos dans la salle pour les présents. Donc, si ça pose un problème à l'un d'entre vous, n'hésitez pas à revenir vers nous. Florent, je te laisse le mot de l'introduction. Merci Caroline. Bonsoir à tous et merci beaucoup pour votre présence. Donc, je suis Florent Noca. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis associé au sein du cabinet Devoteam Digital Impulse et je suis tout particulièrement en charge des activités Digital Business and Product pour l'ensemble du groupe. Donc, un panel d'activités dont on aura le loisir autrement de parler. Pourquoi cet événement? Pourquoi cette réunion? On part d'un constat. Donc, depuis quelques années, on a beaucoup de nos clients, vous, d'autres, qui sont de plus en plus concernés par la gestion du portefeuille, la gestion du portefeuille de produits, qui le mettent au centre de leurs préoccupations. Et donc, on s'était dit qu'avec l'ensemble de ces éléments, toutes les tendances du marché, on voulait se réunir pour échanger sur ces sujets, partager nos différentes expériences. Et il se trouve aussi que, de par notre position, nous, aujourd'hui, de prestataires de services, d'accompagner les grandes entreprises françaises sur ces sujets, on est vigilant et on voit que 2023 confirme cette tendance. Il y a beaucoup d'entreprises, de grandes entreprises françaises qui veulent continuer à investir dans ce domaine. Alors, pourquoi cette gestion du portefeuille de produits? Comment expliquer que c'est de plus en plus au cœur des préoccupations? Nous, on a quand même défini 3 facteurs clés, dont on reparlera largement là, pendant cette table ronde. On note qu'il y a un environnement de plus en plus concurrentiel. Donc ça, forcément, ça précipite la nécessité de bien gérer son portefeuille. Il y a aussi une course à l'innovation qui apparaît pour certains comme étant nécessaire dans la croissance, pour d'autres dans la survie. Mais c'est quelque chose que l'on sait aujourd'hui gérer dans le portefeuille d'initiative, cette innovation. Et finalement, ça c'est aussi quelque chose qui peut s'accélérer sur 2023, c'est des budgets de plus en plus concentrés, resserrés sur la gestion des produits et des services digitaux. Donc, je pense qu'on partage un peu tous ces constats. Nous, on a aussi à cœur de gérer ce qu'on appelle donc ce PPM, Product Portfolio Management, parce qu'on pense qu'il permet un bon alignement avec la vision stratégique de l'entreprise à tous les niveaux. Ça, c'est un thème que l'on va bien revoir en détail. Il permet aussi, et c'est quelque chose que l'on fait beaucoup, notamment, on se présentera après, mais avec Giorgio aussi présent, la gestion par la valeur, le pilotage par la valeur, de faire des choix au quotidien qui nous permettent de vraiment penser valeur en permanence. Et puis, il y a aussi un souhait d'accentuer l'efficacité opérationnelle avec plus d'agilité et plus d'amélioration continue dans le quotidien des équipes. Donc, ça change radicalement la manière de piloter. Historiquement, on avait aussi un sujet PPM qui était très porté par les DSI. C'était un sujet très IT. Et depuis 5 ans, pour les plus audacieux, les plus précurseurs, plus récemment pour la plupart des grandes entreprises, un sujet aujourd'hui qui est beaucoup plus porté par le business et le marketing, qu'il a complètement acquis dans sa gestion des portefeuilles de produits marketing. Donc, on organise cette table ronde avec vous. On souhaite pouvoir travailler, échanger, partager nos expériences, que chacun puisse poser des questions, partager ses bonnes pratiques, et puis, peut-être de manière très humble aussi, donner les challenges du quotidien, ce qui nous pousse aujourd'hui à vouloir améliorer la manière dont on fait les choses. On espère, et c'est là-dessus que je conclurai ma petite introduction, que vous en sortiez avec quelques idées, peut-être sûrement des réponses à certains des points, et à minima, que vous passiez un bon moment avec nous. Merci beaucoup. Merci Florent. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc avec cette thématique, ce soir, on a voulu interroger 3 aspects de la gestion d'un portefeuille de produits qui nous semblent les plus structurants pour gagner en impact, pour gagner en performance dans la gestion de notre portefeuille. Florent les a déjà un petit peu introduits, mais donc notre première thématique, ça va être la structuration d'un portefeuille de produits digitaux et la manière de catégoriser quelque part ces différentes composantes et aussi la bonne manière de les piloter. Deuxième sujet sur lequel on s'attardera ensemble, c'est la place donnée à l'innovation dans ce portefeuille de produits. L'idée, c'est de trouver le bon équilibre entre le bon équilibre et le bon degré d'investissement dans des initiatives qui sont innovantes et surtout d'essayer de résoudre le challenge, de les réintégrer dans un portefeuille de produits qui soit industrialisé.
Et enfin, la dernière thématique, et pour porter opérationnellement et au quotidien, quelque part, ces deux premiers volets abordés ensemble, l'objectif, c'est d'interroger l'outillage, qu'il soit digital ou organisationnel, qui sera le plus adéquat pour formuler les bons indicateurs qui permettent d'atteindre à la fois la valeur attendue et la performance de vos portefeuilles. Chacune de ces thématiques fera l'objet d'un débat. On prendra quelques questions dans le public ou via LinkedIn si vous en avez. Il est temps pour moi maintenant de vous présenter nos intervenants. Donc nous avons le plaisir d'accueillir ce soir quatre intervenants externes qui font partie de nos clients privilégiés. Je vous les présente et je vous laisserai, messieurs, dames, le soin de vous présenter un peu plus en détail sur chacune de vos interventions. Donc, nous avons Béatrice Leisten-Schneider, qui est Head of Digital Solution Customer Facing au sein de Givaudan. Nous avons Richard Benetti, directeur qualité au sein de la DSI d'une maison du luxe. Giorgio Bellati, qui est responsable Product Owner et Product Portfolio à la Société Générale. Et enfin, Florent Grower, qui est VP Product Management au sein de Cegid. Et pour accompagner ces différents débats et nos intervenants, nous aurons le plaisir également d'avoir autour de notre table Yann Desjardins, qui est directeur conseil et en charge de nos offres sur Product Portfolio Management au sein de Devoteam Digital Impulse. Bonsoir à tous. Donc, grâce à vous cinq, on va essayer de trouver la juste frontière entre la dynamique et la dynamite, pour reprendre notre thématique du jour. L'idée, c'est de pouvoir vous entendre sur vos contextes respectifs, vos expériences, les clés de vos réussites, et aussi, si vous le voulez bien, un peu les limites auxquelles vous avez pu être confrontés, et puis les enjeux auxquels vous faites sans doute pas encore face aujourd'hui. Place à notre premier sujet. Donc, la structuration et le pilotage d'un portefeuille de produits digital. Donc, une des clés d'un portefeuille de produits dynamique nous semble être la manière dont il est structuré, dont il est organisé, mais aussi la manière dont il est suivi et il est géré dans le temps. Florent, peut-être pour démarrer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et puis nous expliquer aussi la manière dont, chez Cegid, vous alimentez votre portefeuille un peu au fil de l'eau et sur quels critères, quelque part, cette structuration se base? Bonsoir à tous, merci Caroline, merci Florent, merci Yann. Je suis ravi d'être ici. Donc, je m'appelle Florent Bauer, je suis VP Product Management chez Cegid. Donc, c'est la gestion de portefeuille, c'est un sujet qu'on aime bien, qu'on connaît bien, et je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être que je vais faire un peu de pub pour Cegid déjà parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc, Cegid aujourd'hui, après avoir beaucoup grossi ces dernières années, on est le deuxième éditeur français. On est assez fiers d'avoir atteint cette marche. On est plus de 4000 collaborateurs. Voilà, 4400 collaborateurs dans le monde. C'est une entreprise qui fête un bel anniversaire l'année prochaine, puisqu'on aura 40 ans. La société a été créée en 1983 par Jean-Michel Aulas. Il a vendu Cegid en fin 2016. Et donc, maintenant, on est passé sur un modèle capitalistique avec des fonds d'investissement américains, notamment Silver Lake et KKR, qui nous accompagnent pour le long terme. Voilà, donc pour Cegid, 500 000 clients dans le monde, plus de 130 pays, voilà, avec principalement des développements et des équipes en France. On est assez fiers de notre ADN français. Peut-être quelques autres chiffres, si on peut passer au slide suivant. Au niveau du chiffre d'affaires, on est sur celui d'avant. On est sur un chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros. Donc, Cegid, leader des solutions de gestion dans le cloud. On a aujourd'hui segmenté, structuré notre business autour de 5 business units. Donc, l'expertise comptable, ce qu'on appelle les CPA, tout ce qui concerne les management des talents et de la paye, plutôt ce qu'on appelle HCM, Human Capital Management. On a également la partie finance avec donc pour les directions financières, les ERP, des solutions de trésorerie, de fiscalité. Et là ensuite, la partie petites entreprises, avec des solutions de facturation, d'affacturage, et également la partie retail, qui est une solution plus verticale dans laquelle on adresse le secteur du luxe, de la cosmétique et du fashion, à travers des ERP qui permettent de gérer les chaînes de magasins et puis les différents programmes. Donc,
voilà un peu pour Cegid. Pourquoi c'est un sujet intéressant pour nous, la gestion du portefeuille? Je dirais qu'il y a deux piliers. Un, c'est d'abord la rationalisation, puisque quand Cegid a été vendu en 2016, il y avait 110 produits au portefeuille. Donc 110 produits, vous imaginez que c'est assez compliqué de toujours apporter une valeur à nos clients, c'est assez compliqué de libérer de l'énergie d'innovation. Et donc très rapidement, on s'est dit qu'il fallait s'engager dans une démarche de rationalisation. Donc là, on est passé en 5 ans de 110 produits à 34, sachant que sur les 34, il y en a 13 aujourd'hui qui représentent 80% de notre chiffre d'affaires. Donc ça a été une forte dynamique de rationalisation. Et sur ces 13 produits, qui concentrent 80% de notre chiffre d'affaires récurrent, on a 70% des ressources de R&D et de produits qui sont focalisés sur ces 13 produits. Et donc, je vous expliquerai aussi un petit peu notre retour d'expérience par rapport à ça, mais ce qui est important, c'est dans les catégories que je vais mentionner après, de catégorisation du portefeuille pour le piloter opérationnellement. Je dirais le niveau de ressources et d'énergie qu'on met dans les produits dépend vraiment de ces catégories. Et voilà, donc un premier axe qui est maximiser la valeur ajoutée aux clients et le potentiel d'innovation. Et le deuxième axe, bien sûr, c'est l'aspect business pour nous, opérationnel, rentabilité et croissance durable, pour laquelle voilà, se focaliser sur moins de produits est assez essentiel. Voilà, donc après, l'approche qu'on a au niveau de notre portefeuille, c'est une approche qu'on a également pour nos acquisitions. Donc Cegid a beaucoup grossi également par croissance externe. On a fait sur ces 2 dernières années, c'était une acquisition par mois. Donc parfois, c'est des petites acquisitions avec du monoproduit, donc assez simple, on va dire, à intégrer, qui correspond plutôt, je dirais, à une augmentation de notre périmètre fonctionnel, ou en tout cas, ou alors on veut mettre le pied dans un pays. Par exemple, récemment, on a fait une assez grosse acquisition en péninsule ibérique, donc Portugal, Espagne, de Grupo Primavera. Et il s'avère que dans la plupart des cas, effectivement, c'est plutôt monoproduit. Dans le cas de Primavera qu'on a acquis il y a quelques mois, c'est encore 30 produits. Donc, cette dynamique de gestion de portefeuille, quand on pense qu'on a fini, en fait, on n'a jamais fini, et c'est quelque chose de très récurrent. Et pour les sociétés sous LBO comme Cegid, je pense qu'il y en a de plus en plus. C'est vraiment une discipline qui est en constant mouvement, mais qu'on se doit de piloter. Donc voilà, ceci étant dit, comment on catégorise le portefeuille? Donc le portefeuille s'organise finalement autour de 3 grandes catégories qui correspondent pour nous un peu au cycle de vie du produit. Donc on a une catégorie qui est assez facile à imaginer, qui est la catégorie, ce qu'on appelle Invest, donc produits d'investissement. Donc ce sont les produits de croissance pour le futur. Et donc ce sont les produits sur lesquels on va focaliser nos énergies pour pouvoir innover, apporter de la valeur. Donc ça, c'est notre catégorie Invest, et je pourrais revenir un peu plus en détail ensuite. La deuxième catégorie qu'on a, c'est la catégorie qu'on appelle, nous, Harvest. Donc Harvest, la vendange. Donc là, on est plutôt sur un cycle de produits qui est finalement assez mature, avec une grosse clientèle, avec, on va dire, un niveau à la fois de maturité au niveau de pénétration de marché et un niveau de marge suffisant, qui va nous permettre en fait de récolter finalement les fruits de tout l'investissement qu'on a fait avant dans la catégorie Invest. Et je reviendrai également après sur les objectifs pré-chiffrés. Qu'est-ce que ça veut dire de passer un produit d'Invest à Harvest, pour ensuite, et quelle est la stratégie ensuite produit derrière et le pilotage de l'activité. Et ensuite, la troisième catégorie, donc qui correspond aussi à un cycle de vie, c'est la fin de vie. Donc c'est ce qu'on appelle le sunset. Le sunsetting, c'est voilà, la gestion de la fin de vie d'un produit qui est assez complexe, pour la simple et bonne raison que quand on met fin à un produit, on doit avoir un produit pour migrer les clients du produit vers ce nouveau produit, et ce qui peut amener certaines complexités commerciales d'exécution, parce qu'on n'a pas exactement le même périmètre fonctionnel, on a des niveaux de maturité chez les clients qui ne sont pas forcément prêts à passer sur une approche totalement nouvelle.
Donc, je dirais que c'est pas mal de challenges liés à la stratégie de fin de vie. Alors, ça peut être aussi ce qu'on appelle du divest, ça peut être revendre d'une activité, revendre d'un produit, ça peut être aussi un fast exit. Donc, si on décide que vraiment il faut mettre fin très vite au produit. Donc voilà, ces 3 catégories nous permettent finalement de piloter notre portefeuille dans un optique d'injecter de l'innovation sur nos produits Invest et puis de récolter les fruits quand même en termes de marge et de rentabilité sur nos produits Harvest. Donc il faut une agilité, c'est-à-dire qu'on a généralement lié à ça, c'est bien gentil de catégoriser, mais on a du phasing, hein, on met ça en place dans le temps. Et donc, il y a toute une stratégie derrière qui découle auprès de chaque direction produit qui correspond chez nous au business unit pour qu'ils puissent aussi piloter ça en opérationnel en termes d'impact sur le customer care, donc, sur le support client, l'accompagnement de nos clients, etc. Donc, pour vous donner quelques chiffres, sur la catégorie Invest, donc je vous ai dit qu'on avait à peu près 70% de nos ressources de R&D focalisées sur ces produits. Aujourd'hui, typiquement, sur la catégorie Harvest, la catégorie Harvest, finalement, c'est une catégorie un peu vache à lait, donc on va vouloir maximiser la marge de ces produits-là. Ils ont atteint leur marché. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire juste des évolutions réglementaires, bien sûr des corrections de bugs, puisqu'il faut c'est un produit qui vit, donc on va faire quand même, on va dire, les évolutions qui sont nécessaires. On va mettre le moins de ressources possible pour la maintenance. Normalement, c'est des modèles qui sont éprouvés. Et donc, on a un niveau de marge qui est attendu sur ces produits qui est extrêmement élevé. La partie sunset, je l'ai redit, alors là, on est plus dans une dynamique de ce qu'on appelle keep the lights on, c'est-à-dire je garde la prise jusqu'à que, voilà, branchée jusqu'à que je la tire. Mais là, on est vraiment sur uniquement de la correction de bugs critiques. Et on fait vraiment le minimum pour faciliter ensuite l'opération de migration auprès des équipes commerciales et d'accompagnement des clients. Et donc, ça nous permet effectivement d'avoir par contre un niveau de marge a priori moins élevé sur les catégories des produits de croissance, puisque là, on veut absolument maximiser la focalisation, le focus sur ces produits. Voilà, donc par exemple, sur notre business unit expertise comptable, on a un produit qui est très fort, qui s'appelle CJ d'Expert, qui est très déployé chez nos clientèles experts comptables. On est leader du marché, hein, en France, on a à peu près 50% du marché. Et donc, on a notre nouveau produit qui s'appelle CJ de Loop, qui est vraiment extrêmement innovant, qui révolutionne un peu le métier de l'expert comptable. Avant, le métier de l'expert comptable était très orienté sur la tenue des comptes, les déclarations de TVA, les saisies d'opérations comptables de leurs clients. Aujourd'hui, tout peut être automatisé, on a un robot comptable, voilà. Et donc, c'est des choses qui transforment la mission aussi de nos clients. Donc, il y a tout un accompagnement autour de ça. Voilà ce que je pouvais dire un peu sur nos catégories. Je ne sais pas si qu'est-ce que ça évoque pour vous? Oui, c'est très clair. Merci, Florent. Peut-être, Giorgio, je me retourne vers vous. Je crois qu'à la Société Générale, vous avez mis en place un pilotage bien structuré sur le portefeuille de produits. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter rapidement et puis nous en dire un peu plus? D'accord. Je suis Giorgio Bellatti. Je travaille à la Société Générale pour le réseau France, pour BDDF. On a une équipe digitale qui s'occupe des plateformes, des sites internet et des applis pour le marché des particuliers, professionnels et entreprises. L'équipe digitale est composée de e-commerce manager, product manager, une équipe qui s'occupe du design et de l'expérience client, et mon équipe qui effectivement est plus en charge de délivrer les projets, la gestion des incidents et la qualité des plateformes, et puis effectivement de l'équipe de portfolio management, pardon, je ne peux pas le dire. Voilà. Est-ce qu'on passe au slide du coup? Alors oui, on va afficher on a slide qui permet un petit peu de contexte les choses. Au slide. Donc, du coup, on s'est organisé pour pouvoir, depuis 5 ans, le digital a fortement accéléré à la Société Générale. Je suis arrivé il y a 5 ans. On va dire que c'est grâce à moi, parce que moi, je suis arrivé, j'avais une équipe de 6 chefs de projet qui fonctionnaient en cycle en V,
avec une fiche Excel avec 100 lignes, et puis on disait il faut faire ces projets. Donc, du coup, on a voulu évoluer vers de l'agilité. On a structuré nos maps avec de la valeur qui qui était rattachée aux axes stratégiques de la banque. Peut-être qu'on peut présenter là. Non, c'est pas celui-là. Et du coup, non. On travaille sur ces 5 axes stratégiques qui ont été donnés par la direction, où on doit atteindre ces objectifs. Les équipes, ces axes stratégiques sont simples à comprendre. En fait, c'est pour donner une vraie vision et des vrais objectifs aux équipes. On a la Société Générale pour le marché des particuliers devenir le champion du e-commerce. Donc, du coup, on a investi fortement dans le e-commerce. On doit pouvoir donner à notre clientèle professionnelle et entreprise la possibilité de tout faire en self-care sur les sites. Donc, on investit fortement dans ces catégories. On est une banque, on doit faire en sorte que notre stratégie sur l'épargne et nos objectifs sur l'épargne soient clairs, et on doit mettre en place, on investit fortement dans cette partie-là. Je peux me permettre de demander de parler un peu plus fort. Ah, dans l'amphithéâtre, on a du mal à entendre, je suis désolé. Et du coup, on a aussi des axes, disons, stratégiques plus, si tu veux, qui sont transverses, qui sont des digital capabilities qui viennent alimenter toutes les équipes avec des composants que toutes les équipes peuvent réutiliser, comme la sécurité, l'alerting, des sujets comme ça. En plus, d'autres axes, c'est le réglementaire. On est une banque, on doit assurer, si tu veux, le delivery de nos sujets réglementaires. On en a plein comme des SP2 et autres sujets réglementaires. Et puis, un axe stratégique particulier, nous, on doit délivrer les sujets de la nouvelle banque, parce qu'on est en train, comme vous savez, de créer la nouvelle banque qui est le rapprochement du réseau Crédit du Nord et Société Générale. Voilà, donc on travaille avec ces objectifs, cet axe stratégique, et les équipes sont à chaque rencontre avec eux, on commence par ça. Ok. Ouais, merci pour cette introduction, Giorgio. Alors, tu disais, il y a une squad Product Portfolio Management qui s'est créée. Voilà, donc est-ce que peut-être tu peux expliquer la raison en fait qui a oui, justifié ça. effectivement, l'équipe a vraiment grossi, et pour aider à construire cette roadmap avec des ambitions de la valeur et mettre en avant ces axes stratégiques. On a fait appel on a demandé à créer cette équipe de Product Portfolio Management pour nous accompagner justement dans la méthode et aussi le déploiement. Et c'est comme ça qu'on a fait appel effectivement à Devoti, mais peut-être que tu peux expliquer comment ça s'est passé. Oui, alors, ça a été le principal acteur. Oui, tout à fait. On collabore maintenant depuis 2 ans sur ce sujet. On a lancé cette équipe. Il y avait des gros sujets de justifier toutes les initiatives, s'assurer vraiment que chaque chose qui était faite avait une vraie raison d'être et en fait un vrai lien avec la stratégie, donc notamment avec des méthodes de gestion des objectifs dites OKR. Voilà, puis il y avait aussi un sujet de vision produit, se projeter à long terme, que chaque produit ait une véritable clarté dans la projection à 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois plus, et à laquelle on peut se raccrocher dans ensuite tout ce qu'on va faire. Donc ça, c'est un peu, je pense, la raison d'être au départ. Et donc, il y a eu de premières actions qui ont été menées sur comment construire en fait un portefeuille, comment construire un portefeuille et sa roadmap. Et là, ça va être, je pense, un premier point qui peut être un petit peu intéressant, Giorgio, pour expliquer, je dirais, les quelques tips. Les grandes étapes de construction que vous nous avez aidé à construire. Effectivement, on a construit cette méthodologie que maintenant on applique chaque année pour pouvoir engager les équipes à construire le portefeuille et justement donner cette valeur. Du coup, on a effectivement ces 7 étapes qui sont importantes. Donc d'abord, ça commence par effectivement donner la vision stratégique à 5 ans. Donc on travaille toujours sur un plan stratégique. Bon, j'imagine que toutes les grandes entreprises, il y a ça. Mais si vous voulez, quand ça arrivait au digital, ce n'était pas clairement défini. Il y avait la vision stratégique du groupe de Société Générale qu'il fallait après décliner en objectifs digitaux.
et en vision stratégique digitale sur les thématiques qu'on vous a présentées précédemment. Donc, on a cette grande, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est effectivement identifier les thématiques stratégiques qui sont rattachées à ces stratégies. Et les thématiques, c'est les produits. Hein. On définit tous les produits, comment ils sont rattachés à la stratégie et chaque produit à ses objectifs. En plus, du coup, on les décline en OKR, n'est-ce pas, et avec la méthodologie que tout le monde connaît. Et pour ça, on a effectivement, dans la proposition de Devoteam, on est accompagné par des coachs produits et des coachs agiles qui engagent les équipes à travailler dans ce sens-là, parce qu'effectivement, la méthodologie d'OKR, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, et puis il faut être accompagné parce que souvent les collègues confondent les objectifs et les key results. Donc du coup, c'est intéressant justement que Devoteam intervienne pour nous aider. Ensuite, dans ces grandes axes stratégiques et produits, on définit des enveloppes avec les sponsors, des enveloppes budgétaires sur lesquelles on est prêt à investir. Voilà. C'est plus facile puisqu'on sait sur quel axe stratégique on va travailler. Et donc, comme chaque année, ça évolue et on investit. On sait qu'on va investir massivement dans l'e-commerce, dans le secteur et autres. Et du coup, c'est construit comme ça. Les équipes, on retourne cette proposition aux équipes et les équipes ensuite travaillent sur chaque initiative. Et chaque initiative a effectivement ils doivent travailler sur quel objectif ils doivent atteindre et comment ils peuvent l'atteindre. Du coup, je ne sais pas si tu peux rajouter un petit peu. Alors, c'est comment vous avez aidé à travailler sur cette méthode. Alors, je pense que dans tout ce que tu as dit, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Moi, j'insisterai sur un point que tu as avancé sur le coaching, en fait. Parce que le sujet des objectifs, définir des objectifs pour les équipes, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Ça prend du temps, parce qu'en fait, on est arrivé chez vous, on s'est aperçu que les équipes savaient très bien expliquer ce qu'elles faisaient, mais le pourquoi, c'était pas forcément naturel. Donc voilà, d'où coaching, un accompagnement vraiment très rapproché auprès de chaque équipe pour les aider à adopter cette logique-là, vraiment dans le quotidien, de se dire ce que je fais, à quoi ça répond. Quel pourcentage je vais gagner sur mes ventes, par exemple, si je crée une notification au bon moment dans le parcours. Voilà, ça a été vraiment intégré ça. Et ça, c'est un effort, c'est un effort quotidien, c'est une discussion constante, en fait, qui peut paraître simple en théorie, mais en fait, c'est voilà. On passe énormément de temps là-dessus tous les jours. Du coup, c'est très complexe. Là, on a demandé aux équipes de délivrer la roadmap 2023 et de time-boxer un petit peu, en estimer les livraisons. On leur a dit, sur chacune des initiatives, dites-nous quel est l'impact sur votre OKR. Et là, du coup, oui, ça commence on rentre dans le débat. Et puis finalement, ça donne beaucoup de motivation aux équipes lorsque vous leur donnez cette vision et ces objectifs à atteindre. Et ils sont effectivement acharnés sur les livraisons qu'ils vont délivrer sur la roadmap. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est un élément très important à souligner, je crois, parce qu'on parle de portefeuille pour être performant sur le marché, pour ça répondre à une stratégie, mais tu le soulignes, il y a cet aspect motivation. Motivation des équipes qui ont plus les moyens de mesurer en fait ce qu'elles délivrent et le résultat de ce qu'elles délivrent. Et ça leur donne aussi les possibilités d'ajuster en fait ce qu'elles vont faire par rapport à des résultats constatés. Donc ça crée cette sorte d'émulation collective qui est assez intéressante. Et on se rapproche toujours aux objectifs, et donc c'est toujours mesurable. Et c'est ça qui est intéressant. Et du coup, on a effectivement mis en place un pilotage agile avec, je veux pas, vous êtes tous experts de l'agilité ici, mais on en a fait un petit peu à notre Société Générale. Donc les équipes travaillent en PI, ils ont leurs objectifs au trimestre, au semestre et à l'année. On les rencontre souvent, mais on a mis des comités supplémentaires pour pouvoir en fait l'agilité. Les managers et les sponsors avaient la sensation qu'à un certain moment, ils étaient déresponsabilisés
Et pour qu'ils soient proches de ce que l'on fait et des résultats, on a mis en place des comités mensuels avec la direction, qui est notre sponsor, pour rendre compte de nos résultats, parce qu'on faut même pour présenter nos résultats et ce que font les équipes. Et nous, en tant que manager, ensuite, on rencontre chaque équipe quasiment. Alors ça dépend des sujets, si c'est prioritaire ou moins prioritaire, ou mature, moins mature. Certaines équipes, on les rencontre chaque semaine avec le sponsor. Parfois, par exemple, l'entrée en relation digitale, qui est notre équipe la plus suivie, c'est carrément notre N+2 qui est là chaque semaine à la management review pour revoir toutes les actions. Et c'est important, effectivement, d'impliquer les sponsors dans ce que l'on fait. Et les équipes se sentent mis en valeur dans leur travail et ont encore plus envie d'atteindre les objectifs. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Alors, en effet, ce sujet de comment le management s'implique, on a eu beaucoup de débats là-dessus. Ouais. Parce que sur un modèle agile, il y a cette notion d'autonomie. On est censé avoir des équipes autonomes, et quand on est arrivé, c'est vrai que nous, ça nous a un petit peu surpris. On s'est dit, mais est-ce que c'est vraiment de l'agilité si les managers viennent au contact des équipes, etc. Et en fait, quand on creuse, on se rendait compte que le modèle agile, c'est tous les trimestres, c'est avoir une clarté dans ce qu'on délivre et que les équipes soient autonomes. Mais toutefois, c'est comme ça que vous le justifiez, hein, il y avait des besoins de pouvoir ajuster le tir à l'échelle d'un même trimestre, donc d'où ce besoin d'être un peu plus réactif, que le management soit plus réactif quand c'est nécessaire. Et en fait, le management qui s'implique dans les équipes produits, c'est évidemment pas sur tous les produits, c'est pas systématique, c'est calculé, c'est-à-dire uniquement sur les produits où il y a une vraie pression économique ou concurrentielle, ou etc., pour aider l'équipe sur ces problématiques, quelles qu'elles soient, et souvent c'est problématiques assez opérationnelles. Oui, il y a des sujets sur lesquels l'équipe peut être autonome, mais d'autres comme des sujets juridiques, compliance. Vous pouvez imaginer qu'il y en a beaucoup dans la banque. Les équipes consomment beaucoup de temps à se débattre tout seul pour pouvoir régler un problème avec les données. Si on remonte ça au niveau N+2, voire N+3, et effectivement, les débats, eux, ils peuvent nous aider. Et en tant que sponsor, ils sont censés faire en sorte que les choses avancent vite et pour redonner l'autonomie aux équipes. Cette méthode, alors je ne sais pas si elle est déployée dans d'autres entreprises. On en a parlé hier soir, mais ça semble quand même assez, pas unique, mais innovant dans l'histoire de. Effectivement, cette méthode-là, alors elle s'appuie sur certains concepts de l'agilité à l'échelle, mais il y a eu quand même des choses très spécifiques, adaptées à votre contexte. Vous avez dit, on ne va pas appliquer tout au pied de la lettre, et on adapte avec ces quelques rituels supplémentaires qui permettent d'être en fait un peu plus réactif. Et c'est pour ça que nous, on trouve que votre modèle est comparativement à beaucoup est assez intéressant, parce qu'il a cette touche de spécifique. Donc voilà, c'est une preuve d'une certaine maturité. Vous avez digéré l'agilité pour amener des choses qui vous ressemblent, quoi. Et je crois que le temps avance, hein, mais je vais me permettre quand même une question supplémentaire, Giorgio. Oui. Donc là, vous avez un modèle qui vous permet d'adapter l'effort en fonction de certains objectifs. Et qui dit adapter l'effort dit c'est des personnes, les équipes, donc des personnes, donc ça nécessite d'adapter les capacités d'équipe à la hausse ou à la baisse dans certains cas. Donc il y a un rythme trimestriel, donc c'est assez c'est rapide. Et donc moi, quand j'échange sur ces sujets-là avec beaucoup de clients, les clients disent mais moi je peux pas adapter mes équipes tous les trimestres parce qu'il y a des montées de compétences, je peux pas faire sortir, entrer les gens de manière aussi rapide. Donc voilà, moi je te pose cette question-là de comment ça se passe un peu plus en détail, cet aspect équipe, quand on change les roadmaps. Effectivement, donc on a des comités financiers qui sont les plus importants, c'est semestriel, et ils nous permettent d'investir sur un semestre. Et si on a réadapté notre roadmap pour des événements importants comme il y a eu sur le Covid il n'y a pas longtemps, où on a dû, en semestre 2, on nous a coupé des budgets et on s'est adapté par rapport au financement. Mais c'est vrai que c'est général, je ne sais pas si d'ailleurs on a énormément de prestations. Et donc ce volet prestations nous permet effectivement
de déstaffer plus facilement et de restaffer plus facilement. Mais ce qu'on a constaté quand même, c'est que la méthode agile et le fait d'être en feature team, on a pu garder certaines compétences et les transférer à des autres équipes qui faisaient la veille pendant qu'il n'y avait plus de financement. Et dès qu'on a pu réinvestir dans ces équipes, on a redémarré très rapidement parce que la connaissance était gardée par ailleurs dans une autre équipe. Donc c'est ce volet, bon après je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais bon, c'est comme ça que nous, on a réussi effectivement à démarrer, à arrêter et à redémarrer les équipes. Mais c'est vrai qu'au global, quand on investit sur l'année, on veut que ça soit stable. Et à part des événements exceptionnels comme il y a eu récemment, on veut garder cette stabilité. Il faut être aussi agile dans les priorités. Pareil sur la gestion de portefeuille, c'est-à-dire que l'année 2023 va être compliquée pour beaucoup. Si on a prévu, par exemple, une fin de vie sur un produit alors qu'on se bat pour faire de la croissance et qu'il y a du churn à attendre, c'est peut-être pas le bon moment de le faire. Donc, il faut être aussi agile dans l'exécution du plan, puisque pour cela, on a des quarterly product review, des QPR, qu'on essaie de faire, où il y a des arbitrages sur la roadmap, garder une certaine stabilité, mais quand même avoir une agilité en fonction En tout cas, je trouve qu'on voit bien par rapport à vos deux expériences qu'en termes de structuration et de pilotage d'un portefeuille de produits, il y a dans un premier temps l'importance de l'alignement avec les objectifs stratégiques. On est quelque part dans un pilotage qui est parfois très opérationnel et au quotidien, mais toujours s'assurer de cet alignement stratégique et de l'importance d'avoir aussi ce pilotage et cette structuration qui soit agile et pragmatique et qui s'adapte à un contexte donné, à un instant T, et en capacité de pivoter assez rapidement. Je ne sais pas si ça évoque soit des compléments de ta part, Yann, soit des questions parmi nos participants. N'hésitez pas, ou dans nos intervenants. Non, intéressant. C'est des challenges que nous, on se pose. Je pense que j'aurai l'occasion de raconter un petit peu où on en est, nous. Et sur certains sujets, on n'est pas encore au même niveau de maturité, mais c'est des questions qu'on se pose déjà. Donc, c'est bien de savoir qu'il y a des gens qui ont trouvé des solutions. Ça sera intéressant à réappliquer chez nous, en fait. C'est un peu comme ça que je le vois. Voilà. Non, mais c'est pas grave, c'est de l'inspiration. Donc, et puis de voir des best practices, des choses qui marchent, je pense. Et, j'en parlerai un peu au moment où j'expliquerai un peu où on en est nous, mais sur comment est-ce qu'on fait du pilotage agile alors qu'un certain nombre de choses, on n'est pas forcément maître du jeu. C'est intéressant. Okay. Florent, tu avais une question ? Peut-être un rebond sur ce que vous disiez, Florent, tout à l'heure, dans les différentes catégories de vos produits dans votre portefeuille. Qu'est-ce qui déclenche vraiment le passage d'une catégorie à l'autre pour un produit, par exemple Harvest, sur lequel déclencheur il va pouvoir passer en fin de vie, en sunset, et quel est l'impact en fait immédiat sur la squad produit, l'équipe, le product manager, enfin comment vous gérez ça en quelques mots, parce que je pense que c'est un sujet un peu complexe, mais de comprendre dans les grandes lignes comment ça se passe. C'est effectivement une très bonne question, parce que c'est la partie la plus complexe aussi en termes d'organisation. Moi, je voulais dire une chose qui se raccroche à ça, c'est-à-dire que de garder ces catégories et à l'inverse, ça permet aussi de garder la motivation des équipes, puisqu'on peut ensuite les rebasculer, celles qui sont sur un produit qui peut être en fin de vie, peuvent être rebasculées en fonction informée, parce que ça peut être des nouvelles technologies, etc., sur les produits d'Invest. Après, pour le passage d'une catégorie à l'autre, ça se fait d'un point de vue plutôt stratégique, un pilotage à plus haut niveau dans l'entreprise, en fonction des résultats, en fonction des problématiques marché, de ce qu'on perçoit, des données qui nous remontent également. Donc, on pilote bien sûr chaque mois les MRR, etc., l'activité business. Et on a conscience au fil de l'eau de notre maturité. Et donc, si on doit mettre un produit qui soit n'a pas atteint ses objectifs de croissance, ou on décide d'arrêter d'investir pour finalement se dire, voilà, on a atteint un certain niveau de maturité, on va le passer en Harvest parce qu'il n'a pas eu de succès pas considéré pour le garder dans la catégorie grosse. Après, en termes effectivement d'impact dans les équipes, là, vu qu'on est piloté on a des pilotages par métier, par marché, avec un directeur produit qui gère des product managers et ensuite toute
toutes les équipes et les priorités de la roadmap pour sa business unit, ou en tout cas son marché, et bien là, on va être capable d'aller voir les différents impacts dans chaque squad, chaque équipe, pour dire, voilà, bah là, on va devoir déprioriser. Et s'il y a de la prestation, bah, on va typiquement, si on a une équipe qui est un peu hybride entre prestations externes et internes, et ben on va pouvoir les réaxer. On cherche toujours des solutions en se disant, c'est plutôt un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que on n'a pas des ressources extensibles, on n'a pas envie de perdre des gens dans l'exercice. C'est très difficile de recruter aujourd'hui, tout le monde le sait. C'est très tendu, donc on a plutôt une capacité très rapide d'aller rebasculer en opérationnel sur de l'invest, et ça se fait intra-marché. Et vu qu'il y a un pilotage, les gens sont au courant de cette stratégie de portefeuille, c'est pas quelque chose qu'on cache, c'est quelque chose qui est très transparent. Voilà, ils sont mis au courant et on ajuste au quotidien. Après, dans les faits et dans le côté pratique, je ne peux pas vous dire de tous les détails exactement de comment ça se passe, parce que chacun peut être organisé aussi différemment. On a des niveaux de maturité suivant les équipes qui sont différents, donc ça peut prendre du temps. Et après, de la catégorie Harvest à Sunset, typiquement, c'est quand on a vraiment le nouveau produit qui est là et qui est prêt, là, on va pouvoir passer de la catégorie Harvest. Je disais, Cégide Expert, un jour, passera sûrement dans cette catégorie Sunset au profit de Loop. Voilà, ça se fait plutôt sur un pilotage global de l'activité. Ce que je trouve être une très bonne illustration de l'alignement de la stratégie d'un groupe décliné jusqu'à l'organisation de ses équipes. Exactement, on a les OKR également qu'on pratique, et puis un ajustement assez agile de ce pilotage. Je vais me permettre une question, Florence, sur votre présentation, sur la manière de mesurer. Vous parliez beaucoup de marge, d'indicateurs très chiffre d'affaires marge. Est-ce que vous suivez aussi des indicateurs liés à la satisfaction, de savoir si les produits plaisent? Est-ce que c'est des éléments qui aident à décider? C'est-à-dire que quand je vous avais donné les deux piliers qui étaient, plutôt la valeur apportée au client, donc on suit des indicateurs de NPS, et nous, dans notre plan, on a un nouveau plan stratégique, on en parlait tout à l'heure, qui s'appelle Cégide Forward, donc sur 2026, où on va atteindre 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, donc il y a encore un peu de job en 4 ans, avec les conditions qu'on connaît. Donc, l'idée, c'est effectivement de mettre le client au centre. C'est pas nouveau, mais la customer experience, la user experience, c'est quelque chose dont je vais parler après sur la partie innovation, revient vraiment central. Donc, il y a des initiatives qui sont liées à ça. Et effectivement, on s'aperçoit que sur des produits, sur le cycle de vie du produit, il y a un produit qui peut être assez mature, mais qui commence à concentrer de la frustration. Et c'est des indicateurs qu'on va aussi prendre en compte, effectivement, pour la catégorisation. Soit on se bat en se disant, on va investir dans ce produit pour atteindre peut-être le niveau, si par exemple on est en dessous de la concurrence, pour X raisons, soit on se dit, on va essayer de faire un catch-up de la compétition, de la concurrence. On va mettre beaucoup d'efforts à essayer, mais en fait, la problématique de cette stratégie, c'est qu'on sera toujours en retard. Donc, on va plutôt essayer de les libérer et d'innover sur l'expérience client en essayant de différencier si on peut. Et sinon, on va déplacer le produit dans une autre catégorie. Avant de trop s'attarder peut-être sur les sujets d'innovation sur lesquels on reviendra, je pense qu'on avait une question. Il y a une question en ligne qui nous vient de Farid. La question est: comment Cégide perçoit le marché africain? Donc, il y a peut-être là une question sur les différentes plaques géographiques de la gestion du portefeuille. Alors, il y a plusieurs réponses. Je ne suis pas un expert de la zone géographique, en tout cas pour Cégide. Ce qui est clair, c'est que là, on a, dans le portefeuille qu'on a acquis avec Grupo Primavera, on a une expansion internationale assez forte avec des pays qu'on adressait peu, notamment l'Amérique latine et également l'Afrique du Nord, typiquement. Donc pour nous, ça fait partie de la stratégie, c'est-à-dire qu'on a vocation, on est un leader européen qui était à la base très franco-français. Cégide, c'est plutôt un nom très français. On n'a pas changé de nom, mais on a vraiment vocation à s'étendre. Et donc après, il y a un pragmatisme, c'est-à-dire que si le marché, si y a ce qu'on appelle le PMF chez nous, le Product Market Fit,
c'est quelque chose qu'on prend en compte dans notre expansion internationale. Donc, effectivement, quand il y a des zones de croissance comme l'est l'Afrique, où il y a potentiellement des entreprises ou des marchés qui sont assez peu digitalisés, ou peut-être moins, on a ces axes des relais de croissance assez forts. À la seconde thématique, on l'a déjà un petit peu touché. On a parlé de comment construire, structurer, piloter un portefeuille. Ce qui nous semble important d'aborder maintenant, c'est justement ce sujet d'innovation qui est évidemment au cœur des problématiques des entreprises, mais surtout au cœur de la dynamique d'un portefeuille de produits. Dans un contexte hyper concurrentiel, c'est quelque part un facteur clé de l'apport de valeur au sein de son portefeuille. Et le challenge, c'est bien de faire en sorte de réaccrocher ces initiatives innovantes, qui cherchent à l'être, à un portefeuille un peu plus industrialisé. Pour commencer, du coup, Béatrice, je vais vous laisser peut-être nous dire 2-3 mots de plus sur vous que ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure, et puis peut-être nous expliquer les choix qui ont été opérés en termes d'innovation chez Givaudan. Oui, mais très bien. Donc, Béatrice Lesten-Schneider, moi, je travaille pour une société qui s'appelle Givaudan, qui est une société en B2B, en fait, qui est l'un des leaders du marché de création de parfums et d'arômes, donc très, très éloigné des deux premiers intervenants. Et en fait, c'est intéressant de voir certains challenges qui sont... Quelques mots au sujet de Givaudan, pour ceux qui connaissent et qui ne connaissent pas. C'est un groupe international. On est à peu près 17 000 employés au niveau global, donc ce n'est pas très grand. Pour la petite histoire, les parfums et les arômes, c'est un des éléments très importants des produits de consommation, des produits de luxe. Donc, on n'est pas très connu du grand public, mais on a un vrai impact sur les consommateurs. Donc, on est dans un marché où, en fait, on a une relation privilégiée avec nos clients. Nos clients, c'est des grands noms de la parfumerie, des grands noms de l'industrie agroalimentaire, donc avec lesquels on a une relation, je dirais, la customer experience pour nous, ce n'est pas exactement la même que celle dont on parle quand on parle de Cégide ou de Société Générale, mais on est aussi dans un secteur qu'on voit évoluer beaucoup. Alors aussi bien au niveau de nos concurrents qui prennent un certain nombre de paris ou de décisions d'acquisition, donc on voit énormément de changements au niveau du paysage concurrentiel. On voit aussi des changements dans les attentes par rapport au type de relation qu'ils aimeraient avoir avec nous. Et on voit aussi l'importance d'avoir une stratégie autour du digital qui grossit et qui grossit. Donc, nous, ça nous a amené, enfin, ce n'est pas quelque chose qui est complètement nouveau, mais c'est quelque chose qui nous a amené il y a déjà quelques années à se poser des questions sur comment est-ce qu'on amène de l'innovation dans nos processus métiers, en fait. C'est peut-être là où il y a peut-être une différence par rapport aux autres intervenants. C'est nous, l'innovation, elle venait vraiment de comment on pourrait faire les choses différemment dans nos interactions avec les clients, dans tout notre phénomène de product development. Quand moi, je parle de product development, je parle création d'un parfum ou création d'un arôme ou création d'une couleur. Donc, c'est vraiment un domaine différent. Mais pour ce faire, on a aussi besoin de technologies digitales. Et donc, je dirais, il y a peut-être une dizaine, enfin pas une dizaine d'années, je crois que c'est en 2015, on s'est dit, bon, il faut qu'on trouve un moyen d'amener de l'innovation, de se disrupter, si je puis dire ça comme ça. Majoritairement, on fait des projets, on faisait plutôt des projets waterfall, vraiment très basiques. On avait des cycles d'investissement annuels. Donc, grosso modo, au mois de septembre, il fallait savoir ce qu'on avait fait en décembre de l'année suivante. Donc, au niveau de l'agilité, ce n'était pas forcément toujours très simple. Donc, effectivement, aux alentours de 2015, on a mis en place, au sein de l'équipe informatique, vraiment un groupe dédié à faire de l'innovation digitale. Et le mandat qu'ils avaient, c'était avec un budget décidé par notre executive committee. Ils devaient se poser des questions sur à quoi pourrait ressembler la création de l'humain, quels pourraient être les nouveaux usages des gens, les nouveaux usages des clients, sur lesquels il fallait réfléchir différemment. Donc, pendant un certain nombre d'années, on a vraiment eu, je dirais, deux activités en parallèle.
donc cette équipe très innovation, qui fait des choses différentes, qui adopte des nouvelles méthodes, et puis en parallèle, le reste de l'équipe, le reste de l'organisation, le plus gros de l'organisation IT, qui continuait à délivrer sur des projets, des initiatives, des investissements, des évolutions de version, etc. Et en fait, on s'est posé plein de questions, on a commencé à voir le modèle évoluer, ça nous a forcé à nous poser des questions sur qu'est-ce que c'est qu'un MVP, qu'est-ce que c'est qu'une innovation digitale, qu'est-ce que c'est comment est-ce qu'on mesure le succès d'une innovation, comment aussi on transfère ça vers l'organisation plus standard ou l'organisation plus industrialisée. Ça nous a aussi posé plein de questions sur des problématiques d'architecture, des problématiques d'agilité, parce qu'effectivement, si à côté on a un labo qui peut faire plein de choses et puis le reste de l'équipe, on est assujetti à nos contraintes, comment on réconcilie les deux? Donc, c'est pas nouveau, mais il y a 2-3 ans, on a déjà, enfin un petit peu plus que ça, on a commencé à se poser la question de plus une organisation de produits sur les parties de la chaîne de valeur qui étaient plus propices à ça. C'est-à-dire que pour nous, la philosophie approche produit pour le digital, c'était sur la création, par exemple. C'est vraiment quelque chose où on peut imaginer, on a des équipes dédiées qui essayent d'innover plus rapidement. Et donc là, on a commencé à avoir des synergies entre ce qui se passait côté innovation digitale et puis le reste de l'organisation. Et en fait, il y a déjà 1 an, et puis je dirais ça se concrétise vraiment maintenant, on passe d'un modèle vraiment très traditionnel waterfall vers un modèle vraiment purement produit. Et le challenge qu'on a, c'est que toute cette capacité d'innovation et de faire les choses différemment, on est en train de la réintégrer dans notre organisation produit. Et ça nous pose, c'est super parce que du coup, on va avoir des product managers digitaux qui vont avoir la vue end-to-end, aussi bien de la partie très innovant, qu'est-ce qu'on va faire demain. Je prends l'exemple de la création parce que je pense que c'est celui qui est finalement le plus inspirant. En tout cas, moi, c'est celui que je connais très bien. C'est comment est-ce que moi, qui travaille sur tout ce qui va être l'environnement du créateur, je peux aussi bien anticiper, je sais pas, qu'est-ce que le métaverse pourrait vouloir dire, c'est-à-dire comment je fais de la création et je donne une expérience différente dans le virtuel, tout en continuant à supporter des process très, comment est-ce que je pèse mes produits dans un labo, et puis comment j'envoie ça vers la production. Donc on est dans vraiment une transformation chez nous. Et puis aussi une transformation côté métier, puisqu'on a des nouveaux challenges côté métier. Et pour moi, parmi les challenges, et on en voit certains là, c'est comment on s'assure qu'on continue à innover, qu'on ne se perd pas dans les priorités tout de suite, mais qu'on essaye aussi d'anticiper ce qu'on va pouvoir faire demain. Et puis continuer à anticiper les challenges demain, parce que je pense qu'il y a plein d'opportunités, mais il y a aussi des challenges à pas oublier. Voilà. En quelques mots. C'est déjà pas mal. Oui. Florent, est-ce que ça fait écho à la manière dont vous Oui, ça fait clairement écho, même si on n'a pas les mêmes contraintes, on va dire le même marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, chez Cegid, on en reparlait d'indicateurs tout à l'heure financiers, il y a quelque chose qu'on ne sacrifie pas, et clairement, même dans des contraintes budgétaires très fortes sur 2023, on ne veut pas sacrifier l'innovation. On va plutôt sacrifier une partie du business as usual, mais pas l'innovation. C'est quelque chose qu'on peut toujours garder à l'esprit. Et pour cela, on a beaucoup investi. On a investi, bien sûr, dans ces fameuses catégories Invest, dans ces produits-là, mais on a également créé une direction de l'innovation qui s'est créée en début d'année, avec une assez grosse équipe. On a également rattaché dans cette direction de l'innovation une initiative auprès de Station F. Donc, on a un programme d'accélération de start-up qui s'appelle Cegid Data Lab. Là, on a commencé la 2e promotion. Donc, on a une promotion à peu près de 8 start-up qui ont fini le premier programme. Et là, on a un nouveau batch de 7 start-up dans le domaine de retail tech, fintech et HR tech. Et donc, ça, c'est pour vous donner une idée on va dire, des investissements qui sont faits. Ce n'est pas juste une question de publicité, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a une vraie transformation, je pense, des logiciels, de la partie digitalisation. La façon dont on faisait les logiciels auparavant était un peu orientée sur, on va dire, une digitalisation d'un processus manuel. Typiquement, quelqu'un qui faisait de la saisie, qui écrivait des choses sur les papiers, on va faire de la saisie numérique. Même encore une fois, je reparle des outils de production comptable. Il y a encore de la saisie, même dans nos produits. On a des formulaires, le collaborateur remplit des champs.
Et en fait, ces produits se transforment puisqu'il y a deux axes. Il y a un axe qui est l'IA, donc la robotisation, c'est que les technologies nous offrent aujourd'hui la capacité de toutes ces tâches manuelles, de les automatiser. Donc, au même titre que l'industrie l'a fait sur pas mal de chaînes de production. On est capable de créer une nouvelle expérience grâce à l'IA. L'IA, elle s'appuie sur quoi? Sur de la data. Et donc, Cegid, aujourd'hui, nous, on a, pour donner un ordre d'idée, on traite, en termes d'opérations comptables, je crois que c'est 1000 milliards par an. On a, je crois, c'est 1 pétaoctet de data sur la partie comptable. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, on est assis sur une mine d'or de data, de données, qu'on exploite peu. En revanche, pour nous, c'est la mine d'or, effectivement, de demain. Alors, j'enfonce des portes ouvertes, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Mais vraiment, pour une entreprise comme Cegid, c'est déjà bien, ça va nous servir à bien comprendre, de capter ces données, aussi les données d'usage, typiquement de télémétrie de nos produits, de comprendre ce qui se passe, comment on peut améliorer l'expérience utilisateur à travers ces données qui nous remontent. Mais au-delà de ça, les croiser avec des données métiers et des données externes, potentiellement réglementaires, pour ensuite créer une nouvelle expérience. On travaille sur les sujets d'hyper-automation, donc hyper-automatisation basée sur ces data. Et en fait, autour de ça, donc on a créé ce pôle innovation qui est composé à la fois de la partie Station F, donc Data Lab, et également d'équipes dédiées de UX et de data science. Le programme d'accélération de start-up, lui, il est à la fois en mentoring, c'est-à-dire qu'on a un programme de mentoring. Moi, je suis mentor d'une des start-up pour cette promotion, et on les accompagne dans leurs problématiques d'ajustement, positionnement, marché, les complexités de stratégie produit qu'elles peuvent avoir, mais aussi business, go-to-market. On s'en inspire également. C'est-à-dire que c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire qu'elle nous mentor d'une certaine manière aussi, si je peux dire, parce que Cegid, c'est un gros paquebot, et puis on peut s'inspirer en fait de petites équipes qui ont des idées assez disruptives. La partie, effectivement, innovation, le département, donc ils ont vocation à explorer au-delà, on va dire, de nos dynamiques métiers qui sont, certes, on a investi dans nos produits de croissance, mais on est un peu né dans le guidon. On a plein d'initiatives, on essaye de faire les bons paris, et parfois on ne peut pas tout explorer. Vous parliez tout à l'heure, Yann, de la partie un peu discovery, c'est-à-dire qu'il y a une méthodologie autour de s'assurer qu'on fait les bons paris, valider que plutôt que de se baser sur nos convictions, se baser plutôt sur des données, de la validation auprès du marché, qu'on s'assure bien de la valeur ajoutée auprès du client, qu'il est prêt à payer pour, que c'est faisable pour nous, qu'il va pouvoir utiliser avec une très bonne expérience utilisateur. Donc, tout ça, ce sont des dimensions de ce qu'on appelle, nous, la discovery, en bon anglicisme, qu'on essaie vraiment de faire au niveau, bien sûr, de nos équipes product management dans lesquelles je m'occupe, mais également sur la partie innovation. La difficulté qu'on a, et effectivement, on avait parlé, Caroline, c'est peut-être aussi une difficulté, Béatrice, c'est la partie, comment un peu cranter, si je peux l'exprimer comme ça, la partie qui est explorée par l'innovation, pas que ça devienne un silo, et que ça vienne inspirer, que ça puisse porter le sujet jusqu'à un certain point, potentiellement jusqu'au MVP, mais que ça se comment dire, crante bien avec une optique d'industrialisation, parce que Cegid a quand même c'est un paquebot, on est pionnier du cloud, parce qu'on a commencé notre migration au cloud en 2012, et je dirais qu'on est assez mature maintenant sur le SaaS, sur notre technologie. C'est pour ça qu'on a un tech office qui s'occupe de l'architecture et qui s'occupe de s'assurer qu'on a bien une méthodologie industrielle sur nos produits. Parce qu'une fois qu'on les lance sur le marché, voilà, il y a des indicateurs bien sûr de satisfaction utilisateur, des SLA et puis SLI même. Donc voilà, parfois on peut avoir l'idée de dire oui, mais l'équipe innovation, elle est à part, elle s'amuse sur des sujets. Et en fait, non. C'est-à-dire qu'on essaye au maximum que dans le processus d'idéation, elle puisse explorer des sujets qui ont du sens pour les métiers, mais en même temps qu'elle garde une certaine autonomie. Alors, pour rebondir là-dessus, je me permets, parce qu'en fait, on est sur le même cheminement. C'est-à-dire que même si on est en train de se transformer en organisation produit
continuer la transformation et d'intégrer l'innovation dans les produits, on a quand même gardé à côté encore, ça appartient toujours à l'organisation, à notre organisation, mais cette freedom to explore, c'est un peu comme ça qu'on l'appelle, mais avec cette idée de regarder à horizon 2, horizon 3. Donc, vraiment de continuer à garder, c'est-à-dire, et peut-être on joue sur plusieurs choses en même temps, on veut quand même continuer à regarder plus loin, mais on veut s'assurer que dans les produits, on innove aussi, peut-être plus court terme, mais donc c'est un peu les mêmes types de problématiques, même si finalement le marché ou les clients ne sont pas les mêmes, on a les mêmes types de challenges. Je trouve que c'est intéressant. Oui, puis vous avez raison, puis en plus, il y a une thématique nouvelle que je vais partager avec vous, c'est pas nouveau, mais ce jour, on parle beaucoup de sobriété. On parle beaucoup de sobriété énergétique. C'est un point pour nous qui va nous aussi être un driver important, puisque moi, j'ai des chiffres sur, voilà, il y a 57% des entreprises qui souhaitent travailler sur une simplification, qui veulent une simplification à la fois de leur business, mais aussi des outils qu'ils utilisent. Il faut savoir qu'ils sont, à peu près en moyenne, les outils sont utilisés à 10% de leur capacité. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on n'est pas en train de faire des monstres, alors qu'en fait, les clients utilisent 10%. Donc, il faut vraiment travailler sur la simplification de nos outils. C'est quelque chose sur lequel l'innovation a beaucoup à apporter, avec les équipes du X notamment. Et puis, en moyenne, ces entreprises utilisent 40 produits SaaS. Voilà, il y a quand même une énergie, il y a quelque chose à jouer, je pense, sur répondre à ces objectifs de sobriété énergétique, sobriété numérique. Voilà, donc c'est des points sur lesquels on travaille, au-delà, effectivement, après, de la partie exploration versus industrialisation. Mais on se pose la même question pour nos utilisateurs en interne, parce qu'on a le même problème. En interne, n'importe quelle personne, on peut parler de persona, mais chaque utilisateur va devoir accéder à X nombre d'applications différentes pour faire son métier de tous les jours. Et effectivement, la user centricity, et puis réfléchir vraiment en termes de comment est-ce que j'améliore l'expérience utilisateur, ça fait partie aussi des challenges. Peut-être une question pour vous, Béatrice. Concrètement, donc vous expliquez cette vue 2-3 ans pour garder quand même un cap lointain et aussi une innovation dans le quotidien, dans les équipes. Est-ce qu'on parle d'une gouvernance quand même commune de cette innovation, d'un budget que vous arrivez à allouer de manière un peu intelligente, ou est-ce que l'innovation très visionnaire à 2-3 ans, elle reste quand même un terrain complètement dédié avec ses propres budgets, et ensuite il y a quelques interactions avec les autres équipes? Alors, c'est un peu entre les deux, en fait. Et peut-être c'est quelque chose, je vais pas donner on est finalement une petite entreprise, en fait, à l'échelle. Donc, la gouvernance, elle se fait très high level. On a la stratégie d'entreprise et puis on voit là où le digital va supporter la livraison la delivery de la stratégie de l'entreprise. Ce qu'on a fait, parce qu'on veut être sûr de protéger l'innovation à H2, H3, le budget là-dessus, il est défini et on n'y touche pas. Par contre, c'est bien évidemment l'exécutif committee qui donne les grandes directions. Après, pour la stratégie métier, elle se décline ensuite dans notre stratégie digitale, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Sur chacun de nos product lines et de nos produits, on est capable de dire comment ce produit digital contribue à la stratégie aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on décide des investissements, c'est comme ça qu'on décide du montant d'innovation qu'on va faire sur tel ou tel produit, bien évidemment. Parce que nous, la définition qu'on a d'un produit digital, ce n'est pas exactement la même. C'est assez lié à notre chaîne de valeur. Donc, on a les produits digitaux qui sont autour de la customer experience, ceux qui sont autour de la création, ceux qui sont autour du pricing, du customer care. C'est un peu comme ça qu'on a segmenté nos produits. Et en fait, en fonction de la stratégie de l'entreprise, il y a une stratégie digitale qui se décompose, qui donne finalement comment les investissements vont se répartir. Donc, pour répondre à la question, l'innovation H2, H3, elle est protégée, mais elle est bien évidemment en ligne avec ce qu'on a vu qui est les grandes tendances, les opportunités. Et puis après, dans le reste, ça va être vraiment de trouver la bonne balance entre je dois investir tant sur tel produit digital et puis comment je trouve la bonne balance entre résoudre des problèmes d'aujourd'hui, gérer les évolutions d'architecture et puis aussi autoriser une certaine innovation parce qu'on ne peut pas
prendre de retard. Donc, tout à l'heure, je crois, vous disiez, on fait des choix, on essaie d'investir sur le futur et d'éviter d'investir trop sur ce qu'on a aujourd'hui. On essaie d'avoir le même type de philosophie. Maintenant, il faut aussi qu'on emmène avec nous le métier, parce que pour eux, c'est aussi une nouvelle façon de voir les choses. Il faut comprendre, nous, pour le métier, on est quand même dans un domaine où on travaille, on a le relationship avec les clients, c'est comme ça qu'on le fait depuis longtemps. On est très main dans la main avec nos clients. Donc, il faut aussi, eux, il faut qu'ils évoluent leur façon de voir le digital comme étant non pas un remplaçant de leur activité, mais comme quelque chose qui va augmenter leur capacité à adresser les clients. Et pour nous, c'est le travail de tous les jours, c'est de travailler main dans la main avec le métier, définir ensemble notre agenda digital qui est aligné avec l'agenda de la division, et puis après de voir comment est-ce on balance entre la partie très innovation et la partie très day-to-day, résolution des problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc c'est un peu entre les deux. On essaie de protéger un maximum, mais en même temps, on a bien évidemment des impératifs métiers auxquels il faut qu'on réponde, et donc c'est toujours la question de trouver la bonne balance. Ce que vous évoquez, je pense tous les deux, c'est vraiment l'importance, c'est ta question aussi, Florent, d'avoir un budget qui soit dédié, qui permette d'aller plus loin que de l'évolution, quelque part, de produits existants. Quand même, la difficulté que je vois chez vous deux, c'est d'avoir cette transformation à l'échelle, quelque part, de l'innovation. Ce qui ressort beaucoup aussi de vos échanges, c'est j'ai l'impression que l'innovation, en tout cas dans vos deux périmètres, sont aussi très orientés customer centricity, et qu'en fait c'est ça qui drive peut-être quelque part les budgets, les objectifs de développement. Peut-être me retourner vers Giorgio, Richard ou Yann. Est-ce que sur le sujet du discovery globalement, vous avez des éléments à nous partager? Qu'il faut s'en donner la liberté, surtout. Ouais. Il faut toujours se prévoir du budget, se donner le droit à l'erreur, se donner le budget à l'erreur. Et en fait, il n'y a jamais d'erreur dans le discovery. La seule erreur, c'est de ne pas le tenter. Donc, par contre, avoir des cycles de vie propres, avoir des cycles de vie courts à chacune des étapes du discovery, on va aller vérifier que on ne lance pas simplement un bouchon à la mer, mais qu'on va verrer et le regarder flotter en vérifiant combien de temps il flotte, que chacune des étapes va permettre de le faire monter en maturité, et de dire, là, j'ai un potentiel de produit, là, j'ai un potentiel de valeur et je vais aller chercher cette valeur. Et puis après, vérifier évidemment toutes les matrices de cannibalisation avec nos produits existants, vérifier si on n'est pas en train de se préparer à tuer un produit, ou même il faut tuer des produits. Je suis très admiratif de votre capacité à remettre en question chez Cegid vos produits, votre portefeuille de produits, sans le vivre comme un échec. Parce qu'il y a souvent une personnification dans les portefeuilles de produits, alors que vous les dépersonnifiez en disant, non, c'est un cycle de vie, et comme tout organisme, tout naît, vit, meurt, et il faut le gérer ainsi. Il faut dépersonnifier et dépassionner le débat. C'est ce qu'on essaie d'utiliser au maximum, c'est une approche basée sur la donnée. C'est vrai que ça paraît simple, mais on parle à des... Non, en management, c'est super dur. C'est dur, même quand on fait une acquisition et qu'on doit revoir un portefeuille et qu'on se retrouve avec des personnes qui ont créé le produit. Voilà, donc il y a des discussions qui sont complexes, mais je pense que d'avoir une optique qui est extrêmement factuelle, orientée sur le client, raccrochée à un nouveau contexte, et on va essayer d'emmener les gens vers c'est pour ça que les OKR sont très importants, c'est essayer de les raccrocher à une vision. Si c'est une vision purement financière, ça n'aura pas de sens. S'il y a une vision derrière à la fois industrielle, orientée sur le client, ça permet effectivement de dépersonnifier et de les emmener sur autre chose et sur d'innovation dont on parlait. Et donc voilà, ça paraît simple dans le discours, effectivement c'est complexe à organiser, mais effectivement ce qui a été fait depuis 5 ans chez Cegid est assez, moi je suis assez impressionné parce que dans ma précédente aventure, c'était assez complexe, parce que j'ai eu à le vivre moi en tant que responsable produit, mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui inhérent à notre activité d'éditeur. Bien sûr. Le temps avance. Je vois qu'il y en a qui ont la montre en main, mais c'était très intéressant. On pourra continuer les débats. En plus, j'ai pu voir qu'entre Givaudan et Cegid, il y a des connexions. Il y en a, le lab et Station F d'un côté, l'autre lab, c'est WeWork juste à côté de Station F. Donc, beaucoup de
discussion en perspective. Et on a parlé de data. Je pense que ça fait une bonne transition avec le thème suivant sur l'outillage qui est très lié à la data. Avec PPM. Est-ce qu'il y avait des questions peut-être? Est-ce qu'on a la possibilité d'en prendre une en plus avant de passer à la suite? Allez, inspirez-vous sur la thématique de l'outillage. Donc, on voulait passer à cette troisième thématique, effectivement, autour de l'outillage. L'objectif, c'est de choisir le bon outil, de faciliter son adoption, évidemment. Tout ça dans l'idée de maintenir une certaine dynamique dans le portefeuille de produits et puis d'assurer un peu son évolutivité. On en parle déjà un peu depuis tout à l'heure. Peut-être Richard, quelques mots sur vous et après vous nous expliquez un peu la démarche adoptée dans votre contexte. Très rapidement, après 25 ans de conseil, j'ai quitté le conseil pour intégrer une grande maison de luxe. Donc, c'est bientôt Noël, faites-vous plaisir et faites plaisir, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Oui, c'est bien. C'est très bien, c'est une très bonne idée. Et quand on parle d'outils, alors, quand j'étais consultant et puis même maintenant, on a toujours dit quel est le meilleur outil? Il n'y a pas de meilleur outil, il n'y a pas d'outil magique, il n'y a pas de plateforme magique. Ce qui va compter déjà, c'est de s'accrocher aux usages, c'est de s'accrocher aux bonnes pratiques, servir les bonnes pratiques, isoler les mauvaises, bien évidemment. Moi, en tant que directeur qualité, j'ai un triptyque, c'est outils, méthodes et pratiques. On peut avoir les meilleures méthodes et les meilleures pratiques. Si elles ne sont pas outillées, ça va rester des slides qui vont caler des armoires, qui vont faire des pétaoctets de données de conseils très utiles, mais qui ne vont pas servir. Et si on a un outil mais sans pratique, on va avoir un gros bac à sable qui, à la fin, va ressembler à une litière pour chat. Tout ça pour dire qu'il y a ce triptyque outil, méthode, pratique sur lequel on s'appuie. Il faut servir à la fois l'opérationnel, c'est-à-dire comment je vais aider les équipes au quotidien à gérer leur backlog d'activité, leur backlog, aussi bien projet, produit, qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent vraiment gagner en efficacité, mais il faut avoir cette vue hélicoptère en disant je prends du recul, je prends de la hauteur, je regarde mon portefeuille de produits, je regarde mon portefeuille de projets, comment je suis capable d'arbitrer, comment je suis capable de piloter par la valeur, comment je suis capable d'anticiper les dérives, et pas simplement quand j'ai tapé le mur de mon budget, mais de dire je suis à 10% d'avancement technique, je suis à 30% de budget consommé, je sais que je vais dans le mur. Ou en tout cas, j'interroge mon chef de projet ou mon directeur produit, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi, c'est une telle différence. Ah bah c'est simple, j'ai eu des gros investissements, j'ai acheté du logiciel, j'ai acheté de la machine. Ah ok, c'est bon. Et quand ça devient un peu plus vaseux, quand ça devient non mais ça va le faire. Ça va le faire, ça veut tout dire. Et ben, il est là l'enjeu. L'enjeu, c'est d'être capable de servir tous ces niveaux. Et ben, si je dois tuer un mythe et ne pas faire plaisir à beaucoup d'éditeurs, l'outil magique n'existe pas. L'outil qui fait tout à tous les niveaux n'existe pas. C'est pas faute d'avoir cherché quand j'étais consultant, c'est pas faute d'avoir cherché chez mon employeur. Ça ne marche pas. Très rapidement, je vais vous présenter le slide qui suit. Voilà, donc on pilote les projets et le déploiement des outils, ça c'est ce que je fais, le Quality Office. On a un rôle de référent méthodologique, on adapte l'adaptation, le coaching, l'outil, méthode pratique, comme je vous ai dit. Donc on a fait la release 1, on a fait les fondations, on s'est dit comment on va le construire. On est dans la release 2, la gestion avancée, et on expérimente l'agilité à l'échelle. Et là, on va attaquer le modèle intégré. Alors le modèle intégré, ça veut dire qu'un outil de PPM va vraiment être intégré avec les systèmes comptables, avec les systèmes financiers, avec les systèmes opérationnels. Et là, il faut y aller prudemment. Il faut y aller prudemment parce qu'on risque de perdre toute l'adaptabilité qu'on a construite et qu'on a recherchée pour chacune des strates de nos utilisateurs, qu'ils soient opérationnels, qu'ils soient managers, qu'ils soient directeurs et même aussi les business, cette communication avec les business, pour pouvoir gagner en réactivité. Est-ce qu'on va vraiment gagner en réactivité? Cette interface-là, ce modèle intégré, je me pose toujours la question, on expérimente, on teste, et ça dépend vraiment beaucoup de la maturité aussi de tous les autres acteurs. Et là, on n'est pas seul. C'est-à-dire qu'on vient taper dans le contrôle de gestion, on vient taper dans la finance, on vient questionner les questions, on vient questionner les RH. Et il y a des chemins sur lesquels on n'ira pas. Donc, cette intégration, je ne suis pas sûr qu'il faille toujours la rechercher comme un modèle unique. Je pense qu'il faut y aller avec discernement, faire des intégrations partielles, sans doute,
des intégrations totales. J'en ai vu, j'en ai piloté, mais tout le monde ne s'appelle pas Thales, tout le monde ne s'appelle pas Stellantis, et je parle en R&D, en industriel. Et dans des DSI, avec les rythmes que l'on a, avec l'accélération que l'on supporte, je ne pense pas qu'il faille rechercher le modèle industriel. C'est une bonne inspiration. Moi, je suis amoureux des modèles industriels. J'ai beaucoup d'admiration pour Thales, Stellantis, pour Dassault Systèmes. Mais je ne pense pas que ce qu'ils ont fait en termes justement industriels, on puisse l'appliquer parce que le millefeuille va être indigeste. Alors, si on doit aller sur le slide suivant, alors là, je vais vous partager une conviction, mais qui trouve sa réalité. Je ne vous mets pas le nom de l'outil de PPM, c'est pour ça, vous demanderez à Devoteam Digital Impulse de vous accompagner et vous aideront à choisir. Excellent. C'est pas à moi de vous le dire. Mais l'enjeu, c'est de se dire, OK, on travaille de façon opérationnelle sous Jira,
population. De population, ça veut dire qu'on a 3% de la population totale qui doit vraiment avoir accès à ces 3 outils. Et sinon, ça n'a pas d'impact. Et c'est leur métier. D'ailleurs, c'est mon métier. C'est ce que je fais tous les jours quand je pilote aussi bien mes projets, mes réalisations, que quand je fais ma roadmap, que je soumets à ma direction et je leur dis qu'est-ce que vous en pensez. Et puis ensuite, les budgets ont été arbitrés. Mes actuels, je vais aller les contrôler, mais c'est ma responsabilité. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Et on réduit le plus possible les doubles saisies. Oui, non, je réagissais parce que ça fait partie des challenges qu'on a aussi chez nous. Hein. C'est comment trouver la bonne balance entre être capable de dire la totalité de tout ce qui se passe sur tout et versus laisser l'opportunité aux équipes produits de travailler sur la roadmap produit et le backlog produit. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette idée de gérer un certain niveau de complexité aussi en termes de reporting financier sur lequel on est attendu, en termes de résultats, en termes de retard, de délai, etc. Et pour moi, c'est vraiment un des challenges qu'on a aussi, c'est comment on trouve le bon outillage qui permet de suivre, qui permet d'avoir des données les plus fraîches possibles quand on doit, je sais pas, par exemple, aller faire du reporting au niveau le plus haut, on ne peut pas rentrer dans le détail de toutes les choses. Donc, comment est-ce qu'on arrive à trouver, avoir la bonne source d'information, mais à des niveaux consolidés, type dashboard, qu'on peut ensuite utiliser facilement. Moi, ça fait partie des opportunités, des choses sur lesquelles on est bien évidemment toujours en train de travailler, je pense. Et peut-être Florent ou Giorgio, vous pouvez utiliser les OKR sur vos périmètres respectifs. Est-ce que ce jour ils sont outillés? Comment vous les… C'est un grand débat. En fait, on a essayé les équipes utilisent beaucoup Jira du coup, et on a essayé de relier les modules Jira qui étaient censés en fait rattacher les user stories à des OKR, et puis c'était extrêmement compliqué, et du coup on a un petit peu abandonné cette version, mais on a tenté. Pas encore l'outil miracle. Et puis c'est compliqué. En fait, il faut très bien l'administrer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour former tous les PO, tous les lead IT, pour que ça soit extrêmement bien paramétré. Parce que si tu changes la virgule, du coup, l'OKR ne remonte pas et ton tableau est complètement faux. Après, il faut ouvrir tous les Jira, essayer de les réunir dans le tableau de plateforme. Non, je trouve que c'est très complexe. On n'y est pas encore arrivé. On va le faire peut-être pour la partie métier l'année prochaine. C'est surtout le problème qu'on aura dans ce cadre-là, c'est qu'on n'aura que la remontée des réalisations. Mais vous ne pourrez pas travailler avec du planifié, avec de l'estimé, avec des initiatives. Les initiatives, elles resteront toujours dans les PowerPoint. Alors que si on décorrèle les deux et qu'on dit non, je ne gère pas de la même façon des objets qui sont différents. Après tout, une initiative, un projet candidat, il n'existe pas encore, c'est une idée. Mais je mets de l'argent, je veux investir en 2024 ou en 2025 dessus. Alors comment j'ai avancé? Ben justement, on décorrèle le portfolio management qui est vraiment de l'estimer avec les réalisations. Et puis, en effet, moi, j'ai Atlassian qui n'arrête pas d'essayer de me vendre là. Je leur dis non, voilà. Et vous ferez du portfolio management. Non, je ferai du portfolio de mon existant. Je n'ai pas mon potentiel. Donc, ça ne m'intéresse pas. Du coup, c'est bien votre super outil PPM que vous arrivez à… Il marche très bien. Mais il faut demander conseil à Yann. On va pouvoir capitaliser sur le luxe. Non, c'est vrai que quand tu parles de la phase de discovery jusqu'à la livraison de ton MVP, que tu passes sur toutes les couches d'équipe. Exactement. Vraiment. Et la façon de le réconcilier, je sais que j'insiste, mais c'est vraiment le BI. Ouais. Les rapports standards existent, on les connaît tous, on se les partage tous, ça ira, ça c'est vraiment opérationnel. Le pilotage aussi, mais l'analytique fin que vous allez faire, si vraiment vous cherchez à le faire dans ces outils-là, mais prévoyez un budget démentiel. On prend une question dans le public pour réagir à ça? Oui, bonjour à tous. Une petite question, parce que ces outils BPM, en fait, ce sont des outils qui servent à la collectivité, voire au management. C'est-à-dire qu'on met des informations qui permettent de vérifier que le portefeuille de projet est aligné à la stratégie, qu'on est à peu près en ligne, etc., etc.
Mais vu du chef de projet, c'est un peu du reporting. Et quel est l'intérêt pour un chef de projet d'entrer là-dedans, si ce n'est de se faire contrôler? Et est-ce qu'on n'a pas un syndrome garbage in, garbage out dans ce genre de choses? Et comment faites-vous pour gérer ces problématiques-là? Question PPM. C'est une bonne question, c'est qu'il faut arrêter de piloter avec les KPI, hein, c'est tout. C'est qu'il faut arrêter, c'est que la technique des OKR est une très bonne technique, mais il faut surtout arrêter de commencer par les KPI. Quand un projet est bien managé opérationnellement, les indicateurs remonteront naturellement. Le KPI n'est que le résultat du travail réalisé. Si on part des KPI, alors là, c'est sûr qu'on va tout monter à l'envers. Partez pas des KPI, on arrivera toujours à les générer. Partez du travail, partez des méthodes, partez des pratiques, des systèmes. On a mis en place des stage gate management, on les mesure. Au début, on a un déclaratif, ensuite, on a un indicateur calculé. Ça marche toujours. Donner des règles. C'est quoi 20% d'avancement? Unitairement, ce sera faux. On a 0% non commencé, 20% started. Started, c'est vague. 40% in progress, c'est très vague. 60% livré. 60% c'est livré, 80% c'est testé, 100% c'est close. Unitairement, c'est faux. Globalement, c'est toujours vrai. Parce que si vous le faites à chaque fois sur le poids pondéré de chacun des efforts, je vous assure que ce n'est qu'estimatif à l'échelle d'une tâche, mais c'est toujours juste à l'échelle du projet. Rien qu'avec ça, c'est une révolution et ça marche très bien. Et c'est de très beaux avancements à 19,2%. Mais qui décomposés, se justifient parfaitement. C'est un grand débat en fait, hein. C'est une question un peu éternelle. On met un outil, ça sert à certains, et est-ce que les autres vont l'utiliser? Mais en fait, je trouve que dans ta présentation, Richard, il y a un élément intéressant sur. Il y a deux groupes utilisateurs, donc il y a ceux qui sont opérationnels et ceux qui sont plus management, c'est un peu les deux groupes d'utilisateurs PPM. Et moi, ce que j'ai compris de votre roadmap là, qui est intéressant, c'est que vous essayez avant tout de répondre à des besoins opérationnels, donc des populations opérationnelles, en mettant d'abord l'outil entre les mains de ces populations-là et essayer de trouver les bonnes fonctionnalités pour que ça leur serve dans leur quotidien d'une certaine manière. Et voilà, et là, la mayonnaise prend et du coup, la data est bonne et elle est utile pour le management. On a des projets de plus en plus transverses, ils ne sont pas monolithiques, liés à un métier ou à une techno. Donc, le partage de l'information est nécessaire. Les équipes sont pluridisciplinaires, appartiennent ou à plusieurs régions ou à plusieurs métiers. Donc c'est inévitable. Ils sont en demande de collaboration. S'ils sont en demande de collaboration, alors ils sont en demande de transparence inévitablement. En tout cas, on se rend compte qu'on s'arrache peut-être plus les cheveux à choisir un outillage qu'à définir une stratégie produit en tant que telle. Voilà. Mais bon, c'est vrai que quand on touche dans le concret. C'est un problème infini en fait. Ouais. Que nous, on parlait des acquisitions. Enfin, une fois qu'on fait un choix d'outils, finalement, on s'en récupère d'autres qui correspondent à Enfin, voilà, on a plusieurs outils. Hein. Il y en a qui sont sur Jira, sur DevOps. Après, on a intégré des outils comme AA pour tous ces sujets-là, de PPM et de suivi de projet. Mais l'adoption de ces outils est extrêmement longue. Il faut un pilotage transverse. Et dans des organisations matricielles, moi, en tout cas, mon expérience chez Cegid, c'est extrêmement compliqué. Donc, trouver, je pense, au-delà de l'outil en lui-même, je pense qu'on trouvera des outils. Effectivement, il n'y a pas un one size fits all, c'est-à-dire qu'on a des bons outils pour les bons usages, mais c'est comment articuler tout ça dans des entreprises, des organisations qui sont mouvantes en étant agiles. Nous, on n'a pas encore réussi à craquer vraiment le sujet. Merci pour ces différents échanges. On arrive à la fin de cette table ronde. Peut-être, Yann, je te laisse la lourde tâche de conclure en 2 minutes. Une conclusion en 2 minutes, Ouais. c'est toujours un beau challenge. C'est Tu toujours un auras beau ton petit challenge. panneau si jamais tu dépasses. Tout d'abord, un grand merci. Je trouvais que c'était très intéressant, très riche. On a eu des personnes, on a 4 invités, 2 DSI, 2 du business digital et des secteurs très différents. Donc, c'est vraiment passionnant et on voit qu'il y a plein de choses en commun, en fait. Et notamment dans la manière, en fait, de piloter. On voit que là, vous êtes à peu près tous en face de ce sujet-là, qui est de passer du projet au produit. Vous êtes tous plus ou moins avancés sur ce chemin et ça change la manière de piloter. Donc, il y a
différentes idées intéressantes. Il y a eu la catégorisation, on en a beaucoup parlé chez Cegid. On a parlé du focus très valeur avec les OKR chez Société Générale, pour ne citer que ces exemples-là. Mais il y a ce mouvement-là et qui va continuer de se produire, selon nous, l'année prochaine, et ça va prendre encore quelques années. On a parlé beaucoup d'innovation. Donc moi, je pense qu'il y a un point commun dans un peu tout ce qu'on a dit, c'est que notamment Cegid, Givaudan, vous avez choisi de canaliser l'innovation, vraiment de focuser un effort suffisant sur ces sujets-là, donc en créant par exemple des labs. Voilà, donc ça fonctionne, mais ça a aussi des limites, notamment l'architecture. Alors moi, j'ai bien aimé, j'ai noté le fait que vous ayez mis une sorte d'architecture office, enfin, je ne sais plus quel était le nom chez Cegid, mais qui permet Tech Office. Voilà, Tech Office, donc qui permet de se préparer à scaler. Parce qu'on a toujours ce problème de je fais quelque chose dans un coin, mais comment je fais pour que ça devienne quelque chose d'industriel. Donc voilà, il y a une piste intéressante, je trouve. Voilà. Mais vous avez choisi de canaliser, mais en même temps, vous souhaitez aussi diffuser l'innovation dans les équipes. Et par exemple, chez Givaudan, il y a ce mouvement-là de balancier j'ai des équipes dédiées à l'innovation, mais désormais, je veux que tous mes produits, toutes mes équipes produits fassent de l'innovation. Voilà, un beau challenge à venir. On sera là pour échanger et vous aider sur ces thématiques. Et pour finir, on a parlé outils. Il n'y a pas de formule magique. C'est le point que j'ai retenu. Il n'y a vraiment pas d'outil miraculeux qui fait tout, y compris le café. Voilà, ça c'est un enseignement intéressant. Et donc, quand on parle outils PPM, en fait, c'est pas juste le PPM, c'est lié à la finance, c'est lié au delivery des projets. Donc, on est sur une cartographie. Il faut créer l'architecture qui va bien et bien la construire en lien avec son SI legacy. Donc, il y a ce gros challenge-là qui va être, je pense, adressé chez pas mal d'autres clients, et notamment ceux qu'on a autour de la table. Voilà, donc plein de choses, un message intéressant, et encore un grand merci pour ça. Et pour finir, on peut se poser la question de qu'est-ce qui va se passer en 2023 et ces prochaines années sur ces sujets de pilotage. Alors, effectivement, il y a cette tendance-là, hein, je le redis, aller vers le produit, il va falloir changer les manières de piloter pour être réactif, mais en même temps faire des choix qui ne soient pas tous au même moment, qui soient calculés avec les bonnes données et les bons rituels. Donc, on va avoir beaucoup de sujets de ce type-là l'année prochaine et pour la suite. Je pense qu'il y a une autre tendance, hein, tout le monde en est conscient. On est dans un environnement, une économie qui est instable en ce moment, et ça va continuer de l'être l'année prochaine. On peut prédire des réductions budgétaires, ou en tout cas des sujets de maîtrise budgétaire. Cette raison-là et la précédente, je pense que ça nous amène à penser que les directions vont continuer d'investir sur PPM, sur la manière de faire du portfolio management pour maîtriser ces deux dimensions. Donc, changer la manière de délivrer d'un côté, et puis l'autre, restreindre les budgets. Une équation compliquée à résoudre, mais les méthodes et les outils PPM sont là pour ça. Voilà, donc de belles thématiques à adresser dès demain, je crois. Merci à vous, merci à nos intervenants, merci à tous nos participants. Merci.